Le sac à disque. Le podcast commence ici. Ça m'est souvent arrivé d'être posé dans mon canapé et de voir mon mec préparer son sac pour aller mixer dans des soirées. Je me demande à chaque fois comment est-ce qu'il arrive à sélectionner une 60aine de disques parmi les 2000 qu'il a sous la main. Ça m'a toujours paru fou qu'il puisse se projeter dans un autre moment que lorsqu'il choisit le disque. Quel sera son mood au moment de jouer ? Pourrait-il avoir des regrets ? Un disque qu'il n'aurait pas emporté ? Un set trop décalé du reste de la soirée ? J'ai commencé à lui poser des questions pour savoir sur quoi il pouvait s'appuyer. Il m'a parlé de l'heure à laquelle tu mixes, le lieu dans lequel tu joues, qui mixe avant toi, qui mixe après toi, est-ce que tu joues seul ou à deux ? Mais peut-être que même en ayant réfléchi à tout ça, il faudra toujours savoir s'adapter. J'ai même appris qu'en 2 heures, tu ne joueras pas plus de 20 ou 30 morceaux, c'est mathématique. J'ai eu envie d'en savoir plus, suivez-moi. Salut Stéphane. Salut Emeraude. Merci de faire ce podcast avec nous. Ah oui, grave, merci beaucoup pour l'invitation. Et t'es plus connu sous le nom de Mr. Smith, ça vient d'où ? Mr. Smith, c'est mon blaze artistique. J'avais 17 ans. Mes amis, mes potes m'appelaient Skiff. Ça vient de Steve, Skiff et Skiff. En bulgare, c'est un peu slang skivey. Skiff, c'est d'avoir un regard particulier, un pif, quoi. Et aussi, ça vient des Smurfs, les Schtroumpfs. Spliff, j'ai fumé beaucoup. J'étais jeune. Et aussi un peu sniff, ouais. Et j'ai vu sur ton Instagram que c'était carrément devenu un nom, tu peux le conjuguer, genre sniffing around, sniffing. Je joue avec les mots, je trouve ça drôle et c'est encore l'univers qui s'ouvre. Est-ce que tu mixes pour le plaisir ou est-ce que c'est ton métier ? C'est plutôt pour plaisir parce que c'est pas mon métier. Après, je mixe beaucoup parce que j'adore mixer, mais je gagne pas ma vie en tant que DJ. Je me considère pas DJ, même si je mixe depuis longtemps. Compositeur, trompettiste, interprète, artiste. Cool, donc t'arrives à gagner ta vie grâce à la musique, mais c'est pas le DJing ta principale activité. Non, je compose musique de théâtre, des spectacles audiovisuels, de performances de danse. Je composais beaucoup pour les pubs aussi. Je composais toute la musique pour Coca-Cola, pour les Balkans. Coca-Cola Light заяви своя лайтмотив. Bulgarie, Roumanie, Grèce et Serbie. J'ai fait la musique pour les pubs sur la télé, la longue version, courte version, après version radio, voix off et tout ce qui... Là, c'était une belle époque. Et ça marchait bien ? Oui, je cartonnais à l'époque. T'as combien de disques dans ta collection et comment tu t'y retrouves ? J'ai pas beaucoup de disques. J'ai peut-être moins de 100. Là, depuis que je suis en France, j'achète beaucoup moins. C'est une question de logement, j'ai pas l'espace où installer les platines. J'ai pas de mes platines ici. Mais j'écoute beaucoup de musique et j'ai une énorme collection en cassette, un compact disque et un digital. Des cassettes ? Oui, j'adore les cassettes.
T'as encore le matériel pour écouter des cassettes ? J'ai fait des compilations à l'époque. J'adore les réécouter en Walkman. J'adorais aussi de faire les dessins, faire des covers avec des images, des couleurs. Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. C'est quoi le point de départ ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer des disques ? Dans ma famille, on écoutait beaucoup de musique. Mon père, il a une bonne collection de disques aussi. Jazz, funk. Et j'adorais. Il est céramiste. J'ai beaucoup traîné dans son atelier. J'étais jeune et dans son atelier, il a sa collection de disques. Moi, j'adorais écouter, plonger dans cet univers. J'adorais me balader entre les styles, aussi faire des transitions. Voilà, c'est un peu raconter des histoires. La première fois que j'ai mixé, c'était un ami que j'ai hébergé chez moi. Et il était étonné de voir ma collection. En fait, il m'a dit, mais cette collection, il faut aller. C'était lui qui a pris une date dans un club. Et là, c'était la première fois qu'on sortit des disques. Et franchement, j'ai adoré. Et t'as quel âge à ce moment-là ? 17 ans. Artistically, recorded music that is intensely interesting as well as exciting. Et est-ce que tu te rappelles du premier disque que t'as acheté ou du premier morceau qui t'a marqué ? Le premier disque que j'ai acheté, c'était The Root, un groupe anglais de punk rock des années 80. J'écoutais beaucoup de reggae, même Zenzile. C'est l'un de mes premiers disques aussi. Le hip-hop, jungle, trip-hop, down-tempo, IDM. Les premiers disques dans ma collection, c'était plutôt de musique acoustique, le funk, jazz. Au début, j'ai pas fait trop attention. C'était un peu bordel dans ma chambre. Je jouais la trompette. J'ai fait aussi beaucoup de la fête. C'était vraiment le bordel. Normalement, je suis propre et bien organisé, mais ça, c'était un peu bordel. Du coup, les disques, au début, j'ai pas trop rangé par style. Je prenais pas beaucoup de soin. Mais après, avec le temps et la collection a commencé à grandir, j'ai commencé à ranger, organiser mieux. Vraiment, j'en profite d'avoir le sac à disques et la collection la plus légère possible en digital. Je sais, la plupart des anciens DJ, ils n'aiment pas ça, ils m'en veulent et je comprends très bien. J'adore le côté physique et analogue, mais je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise et mobile et rapide et beaucoup mieux organisé en digital. Vraiment. J'adore me plonger dans les catalogues et de chercher des disques, mais après ça prend vraiment beaucoup de temps. Et moi j'écoute vraiment au moins 500 morceaux par jour. Et pas 500, mais 300-400 sûr, c'est chaud. C'est énorme, parce qu'il faut tout écouter, trier, stocker. C'est ça. Et s'y retrouver. Les retrouver, ouais, je range bien, en fait. En digital, hein, mes collections sont bien organisées. Un style par des années, des tags. Et est-ce que tu as une méthode pour préparer ton sac ? Ouais, je range par style, par tag. Je mets même des commentaires à moi, quoi. Même maintenant, j'ai 3 clés dans ma poche. Ça fait, je sais pas, peut-être j'ai 30 sacs à disques maintenant dans mes poches. Quand je fais le tri, je prépare plusieurs sacs à disques. Je range vraiment plusieurs fichiers.
Je pense toujours des afters où vraiment présenter les nouveaux retrouvailles, présenter les nouveautés. Quand j'avais 17 ans, je faisais du skate. J'ai fait 10 ans de skate. J'ai plongé dans la musique, j'ai commencé à prendre des cours privés en solfège et en trompette. Je voulais dire aussi que le skate, ça me donnait une culture super vaste, freestyle, ou punk, hip-hop, jungle, dub, reggae. La musique électronique, la house, la techno, j'ai découvert plus tard. Là, t'es encore en Bulgarie ? Oui, j'étais à Bulgarie. Oui, quand j'étais jeune, c'était encore un peu limité, la musique occidentale. Il y en avait, mais plutôt des titres grand public. J'avais des amis qui voyageaient, j'ai fait des commandes, des trucs. Quel genre de commandes ? Je me rappelle très bien, dans les Fugazi. Ouais, l'une des premières commandes, c'était Ian Dury and the Blockheads et Throbbing Gristle. J'écoutais beaucoup de punk, en fait, punk, ska, reggae, de Special Haka. Comment ça se passait en Bulgarie au niveau des radios ? Il y avait une émission radio sur RFI, c'était une émission de musique électronique techno de Yasin Petrov. C'est l'un des pionniers de musique techno en Bulgarie, avec DJ Steven. Ce sont les premières qui sont organisées les plus grosses stuff Metropolis. À Bulgarie, ils sont invités Richie Hawtin, Svenvet. C'était génial. Et du coup, par cette émission, par exemple en radio, j'ai enregistré une cassette. J'ai réécouté après, j'ai noté les noms d'artistes, des groupes. J'ai cherché après plein de différentes manières. J'avais des amis qui habitaient aussi à l'étranger et je leur demandais toujours de m'envoyer des magazines. Alors, le magazine Weird et Tracks aussi, c'était vraiment des super retrouvailles. J'avais aussi un ami qui a ouvert un record shop pirate. Il a enregistré sur des cassettes. Il avait un vaste catalogue de musique, de tout en fait. Il avait un bon catalogue. C'est Dosiu Amogiev, son magasin du Djukian Meloman. C'était une bonne source à Sofia. Et quand je dis pirate, c'est parce qu'il passait par des amis à l'étranger, des amis qui voyageaient, il envoyait des scuds et du coup après il enregistrait sur des cassettes, il les vendait sur des cassettes en black market, pirate. Un magasin pirate quoi, sans devanture. Exactement. Tout écrit à la main, comme on est sur la machine, sur le typewriter. Comment tu rentrais en contact avec lui ? Et lui, c'est un ancien, en fait. Il était connu dans le milieu. Moi, j'ai toujours traîné avec les plus grands. Et j'ai trouvé toujours beaucoup plus intéressant avec les choses encore interdites aux mineurs. Et j'adorais les écouter, ces conversations. Et j'ai découvert vraiment beaucoup de musique par Et vu que le dealer de musique, il traînait avec les bandes, là je le rencontrais. Il faisait des bonnes soirées underground dans une cave. J'adorais la musique expérimentale, industrielle. Et là j'ai découvert la musique électronique et la techno. Et ça c'est à quelle époque ? 99-2000, j'avais 18 ans. Et ça ressemblait à quoi ? Des raves ou des clubs ? Comme des petites raves dans des caves sans lumière, juste un strobe et musique répétitive comme il l'appelait à l'époque.
Quand je dis musique répétitive, je rigole parce que pendant le régime post-communiste, il l'appelait la musique techno-électronique, il l'appelait musique répétitive. Dans le sens péjoratif, comme une critique. Comme une mauvaise critique, ouais. Tu te rappelles de la première fois où tu as passé des disques ? La première fois que j'ai passé des disques, c'était avec l'ami que j'avais hébergé chez moi. On jouait dans un groupe genre ambient anarchiste. Lui, il est plus grand que moi, par 6-7 ans. On passait des disques de IDM, électro-clash, techno-électro. La soirée est super bien passée. Et du coup, il nous proposait une 12e date. Là, on invitait encore un ami. Ça a grandi, ça a bien commencé. J'ai beaucoup joué à Sofia. Après, dans d'autres villes, à Plovdiv, Varna. Il a aussi une bonne scène underground électronique. Et ça, c'est ton groupe ambient anarchiste ? J'adore le nom. C'est le projet le plus important. On a passé plusieurs années ensemble. Il y avait un moment où on était 5. Batteur, Todor Stoyanov, synthé, guitare, programming. Moi, trompette, basse, synthé, programming. Alexandre Daniel en batterie aussi, synthé, effet. Yuri Bujinov en contrebasse et Tony en synthé. Ça a commencé vers 2000. Je me souviens, l'éclipse solaire. On était au bord de la mer et on fait la fête. On était trop motivés, inspirés. Chacun, il avait son sac à disque et son cassettephone au bord de la mer. Et on a remarqué qu'on est bien dans le même axe, le même style. Très belle rencontre. Et quand on est rentré à Sofia, on s'est mis en studio et on commençait à jouer. On a vécu à Londres, à Berlin, on a fait un tour d'Europe. C'est un groupe de punk, jazz, électronique, expérimental. On a enregistré même BBC 6. Quand on était à Londres, on a passé 3 mois là-bas. On jouait dans des squats mais vraiment énormes, devant 3000 personnes, sur la même scène avec Tricky, Fundamental. C'était génial. Organisé par les squatters, super bien organisé. Plusieurs scènes, des systèmes son énormes, super bienveillants, un choix musical très large. Et du coup, avec Ambient Anarchiste, on a arrêté le projet en 2014. Et on a tous devenu papas. Là, on avait beaucoup moins de temps pour répéter, pour passer le temps dans le studio. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Starship for our first passenger flight. Ready for countdown. Donc tout ça, ça dure 10 ans. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter la Bulgarie ? Déjà, quand j'étais petit, c'était un peu compliqué à voyager librement. Ça me donnait encore plus l'envie. J'ai jamais quitté la Bulgarie. J'avais depuis toujours l'envie de voyager. Et 2004, c'était la première fois que j'ai sorti Bulgarie tout seul. C'était avec Ambient Anarchiste à Londres. Les record stores, toute cette culture, ça a vraiment changé la vie. J'ai passé de pleines journées dans les magasins Amy Records, par exemple, vraiment en écoutant déjà des artistes que je connaissais, comme Luke Weiber, Aphex Twin, tout ce qui est Ninja Tunes, Warp. Mais aussi, j'adorais de découvrir des nouveautés. J'adorais. Je suis rentré de Londres avec une bonne collection de disques. Ça a dû être un sacré choc musical pour toi, avec leur culture du club, etc. Gros contraste. On était comme au paradis, vraiment. L'esprit libre, des gens ouverts et une culture vraiment musicale, ça se voit, ça se ressent que c'est pas depuis hier, vraiment riche. Et jouer là-bas, c'était une expérience incroyable.
Et j'ai vu que tu avais rencontré Matt Professor. Matt Professor, je l'adore, je le suis depuis mon adolescence, j'avais 14 ans, 15 ans. Lee Scratch Perry aussi. Mais Matt Professor, je l'ai rencontré à Sofia. C'était 2010, il a fait un workshop organisé par le British Council et c'était un atelier workshop de création musicale de dub. On était une dizaine de potes qui participaient. Moi, je participais avec la trompette et avec les synthés. L'idée, c'était que chacun il fait un track de dub. Et à la fin du workshop, c'était une grosse stuff où notre professeur il a mixé de son manière overdub avec tous les morceaux des participants du workshop. Et aussi, il a invité les instrumentalistes sur la scène, jouer avec lui. C'était vraiment génial. J'adore notre professeur et son label Ariwa. C'est vraiment un maître du son. Et t'as gardé un enregistrement ? Il n'a rien enregistré. Pendant la période que j'ai fait du skate, c'est le moment où j'ai bien ouvert tous les styles dans le skate. C'est-à-dire c'est une culture freestyle. J'avais des potes qui avaient des groupes de hip-hop. Je les rejoins avec la trompette. À mon freestyle, c'était génial. J'adore Beastie Boys, ça m'a marqué. Let me clear my throat. Kick it over here, baby pop. And let all the fly skimmers feel the beat. Drop. Avec mon meilleur pote, à cette époque, on faisait skate ensemble, on était un bon groupe de quinzaine. On se mettait à deux sur un banc et on faisait du son, le beatbox. Et moi j'étais toujours sur la ligne basse. Et lui il faisait le beat. Et du coup un jour on s'est dit, vas-y on essaye avec des vrais instruments. Et du coup, il a trouvé une batterie. Et moi, j'avais trop envie de trouver une contrebasse. J'ai galéré, j'ai pas trouvé. C'était une soirée à la maison. Il y avait un ami de ma mère qui m'a proposé, j'ai pas de contrebasse, mais si tu veux, j'ai une trompette, je peux te la prêter. Et comme ça a commencé. On a transformé la cave de mon pote en petit studio. Et on a commencé à jouer. Autodidacte et on a improvisé. Et là, on a commencé à faire des enregistrements sur 2 cassettophones. On a trouvé un vibraphone et on enregistrait le vibraphone une cassette. Après, on lançait l'enregistrement et on enregistrait en mode overdub le beat et la trompette. Et comme ça, on a fait plusieurs pistes sur piste et on faisait des compositions vraiment géniales. On a fait un album de trip-hop qui traîne quelque part dans les boîtes avec les cassettes. C'est down tempo, trip-hop, ouais. T'es plutôt vinyle ou numérique ? En quoi c'est différent pour toi ? Je préfère le vinyle, bien sûr. Depuis que je suis en France, vraiment, j'ai pas le moyen. J'ai pas mes platines, j'ai pas l'espace déjà. Mais après, le digital, il a aussi des avantages. Ça dépend. Et si j'ai un set de 2 heures, je prépare 60 morceaux. Pour 1 heure, 30, 40 max. Pour 1 heure, je passe 18 morceaux. Je rajoute un peu plus. Je sais que je peux improviser. J'adore aussi passer 2 tracks en même temps, de faire des longues transitions, de passer de l'un à l'autre, de me balader. Après, j'adore aussi jouer 3 à 4 platines. J'adore. Et est-ce que tu peux nous parler de ton studio Otaïka ? Oui, Studio Taika, c'est un projet audiovisuel. C'est avec Anna Bacheva, c'est la maman de nos enfants. Ça date il y a longtemps, 2005. J'ai commencé à faire des petites compilations, disons même émissions radio, comme des podcasts en fait. Et j'ai nommé ça Radio Otaïka. Otaïka, en fait, ça veut dire rien. Ça vient de la langue bulgare. En bulgare, c'est Otaïka avec U, ça veut dire le dépôt. Au début, quand c'était Radio Otaïka, je le prononçais à l'inverse, Akiato. Et c'est comme une salutation. Après, je sais pas, peut-être en japonais, ça dit quelque chose. Arigato, mais Akiato, salut. Et c'est un jeu de mots.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur les fréquences de Radio Taika. J'ai rajouté des effets, des trucs. Et avec Anna, vers 2017, c'était la première fois quand j'ai proposé à Anna qu'elle me fait une vidéo pour un de mes morceaux. On était contents du résultat. Et on a enchaîné direct. Et on a fait vraiment un live ensemble. Et on s'est dit qu'on lance un projet. C'était Anna qui m'a dit, mais au Taika, c'est pas mal. Et mon arrivée en France, c'est par Studio Taika, en fait. Avec Anna, on a gagné une résidence article Cité des Arts, à Pont-Marie, dans le 4e, derrière Saint-Paul. Et pour 3 mois au début, et pendant la résidence, on a compris que c'est très facile de prolonger. En fait, la résidence, un logement, centre Paris, c'est pas du tout cher en fait. Et aussi on a compris que la cité nous donne une adresse, on était bien légal, et qu'avec l'adresse on pouvait inscrire nos enfants à l'école. Il avait 2 et 6 ans, on profite de l'occasion, on les inscrit ici et après on verra. J'avais un peu de sous à côté, je vais faire la musique pour une chaîne satellite aux États-Unis et on s'est dit que je viens avec notre fils aîné et du coup depuis 2007 on est bien installé à Paris. On continue de développer le projet Studio Taika. On a fait plein de festivals et projets tout autour du monde, en Australie, au Japon, aux États-Unis. Record de Guinness à Las Vegas pour la plus grosse projection de l'histoire. Un premier prix à LPM, c'est un festival, c'est une rencontre des arts audiovisuels, des lives au musée de l'art contemporain à Rome. On a projeté sur l'opéra à Lille, à Lyon. Là, depuis que je suis en France, j'ai vraiment la chance de trouver déjà super amis, super rencontres. Bon, j'ai une histoire à vous raconter. J'ai trouvé Microclimat et Antoine Calvino. J'ai donné un coup de main au montage-démontage. Et avec le temps, on a commencé à parler, on est devenus potes. Et on a fait un after chez Antoine. Et j'ai eu l'occasion de présenter un peu mon univers. Et là, il adorait. Il m'a dit, mais tu mixes? Je dis oui, je mixe. Et il m'a booké. La première date, c'était à la station Gare des Mines. C'était complet. Je me souviens, j'avais demandé à Antoine une 3e platine. Il m'a dit, mais tu rigoles, tu abuses. Je dis, mais non, s'il te plaît, c'est... J'avais une 3e platine. Je me suis bien amusé. Quand tu dis que tu mixes à 3 platines, c'est numérique? Mais un vinyle aussi, hein, non? Après, j'ai joué 2 platines vinyle et une numérique. Ouais, le 3e, il peut rester plus longtemps, genre comme une nappe. Soit un qui reste plus longtemps, ou soit le 3e où je des petits samples, des petits bruits, des petits sons. Attendez, partez pas. J'adore enregistrer ma voix et de resampler, de rajouter des effets. C'est un peu ma signature. Et vous avez fait une collab. Je suis vraiment très content de trouver Microclimat, de rencontrer toute l'équipe, Antoine Calvino, Kiran, Ranky Beat, François Pampin, Yann Galawak, Répi, Radar. Je suis très content d'être invité, de faire une partie officielle du collectif. C'est pas ce que je voulais dire. Et vraiment honoré. Là, on sort la 2e compilation de Microclimat Family, qu'on a signé chez Yoyaku Records, un label que j'aime beaucoup et que je suis depuis des années. Je suis super content que je participe avec 3 morceaux dans la compilation, en collab avec Antoine Calvino. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. 2 tracks solo. C'est le premier release Mr. Smith en vinyle. Et je suis très content. C'est des compositions que j'ai fait à Paris les derniers 1 an et demi. Des inspirations bien parisiennes, Paname. L'un des morceaux, c'est Paname FF. C'est un track de 9 minutes, c'est le plus long track que j'ai fait. Paname FF, je l'ai fait en after de l'after quand je suis rentré chez moi. J'étais encore en mood. Et du coup, j'ai commencé à enregistrer ma voix. Je suis parti loin. Avec des effets, des... boom bang, des trucs à la Mr. Smith.
Et 9 heures plus tard, j'avais un track de 9 minutes. Qui passe vraiment par 7 morceaux. Même quand je l'écoute, c'est comme un mix en fait, c'est comme un set. En 9 heures, j'ai fait tout, de A à Z. Je resample, j'utilise mes propres samples. J'enregistre pas mal, même quand je me balade avec le téléphone même. Et après, je retravaille en post-prod et je fais mes propres samples qui après je resample. Et du coup, 9 heures plus tard, j'avais le track prêt. Même master. Après, j'ai pas masterisé. Il est sorti comme ça. J'ai pensé, si je fais un album, que je prends un extrait de chaque track et je fais un nouveau morceau de chaque extrait. Si j'ai le temps, je ferai. Dans les 2 morceaux qu'on vient de sortir sur la compilation de Microclimat, j'ai bien travaillé ma voix. On ne reconnaît pas trop, mais c'est bien là. Des petits effets. C'est un peu la sorcière, le chaman, le médico brujo. Et comment ça se passe tes préparations de sets sur tes clés? Une fois que tu as joué, est-ce que tu archives tes sets? Déjà quand j'écoute la musique, quand je fais le tri, parce que j'écoute beaucoup de musique, j'achète beaucoup de musique, je pirate pas mal aussi. Désolé, mais ouais, je le fais. Il y a des trucs c'est compliqué de trouver, ils sont rares et introuvables. Je fais des playlists, disons, imaginaires. J'imagine, je fais une playlist. Et après, pour des soirées particulières, je garde les fichiers, je garde les sacs à disques. Et après, je me balade de mes doigts dans un autre sac. Je prépare jamais une playlist par ordre. J'improvise toujours. Moi, je suis toujours la vibe des gens de soirée. J'adore la spontanéité. Et j'imagine que c'est pas la même chose de préparer son sac pour une fête entre amis ou pour un gros club. C'est tout à fait différent, oui. Avec Microclimat, ils m'ont invité au Cabaret Sauvage. Il a presque 2 ans. J'ai fait des nuits blanches tout seul chez moi, vraiment. J'étais tellement excité. J'imaginais plein de différentes vibes, différentes fêtes. Du coup, j'ai préparé 3 différentes playlists pour cette soirée. Et à la fin, en fait, j'ai joué les 3. Qu'est-ce qu'elles avaient de différent, les 3? J'ai préparé l'une des playlists, c'était vraiment banger et rapide. Ne dépasse pas 140 BPM, par exemple. Mais j'avais préparé une playlist, c'était bien techno 140. La deuxième playlist, plus de techno mental et trippy, disons. Et la troisième playlist, une des tracks plus dark disco, new wave, post-punk. Peut-être que ça va dépendre de l'heure à laquelle tu joues. L'heure, je savais en avance. Ce qui est drôle, Antoine Calvino et Microclimat, ils me donnent toujours la clôture. C'est moi qui tiens jusqu'à la fin. Je sais pas, je rigole. Parce que t'es le chaman. Déjà, c'est bien sûr l'heure qui compte. J'ai joué 4 heures, 6 heures. J'adore être bien préparé pour les différents moods et aussi de pouvoir suivre mes idées spontanées, d'avoir une idée d'un morceau qui a rien à voir. Je me trompe vraiment rarement. Et est-ce que t'as toujours un disque Rescue dans ton sac, un disque qui peut te sauver en cas de trou d'air dans la soirée? Franchement, non. J'ai plein de morceaux qui, je sais, qui marchent et qui peuvent me sauver, disons. Mais je compte pas sur ça. Alors si on veut pas parler de disque Rescue, est-ce que t'as un disque surprise? À mon dernier set, j'ai mis Kink. C'est un pote bulgare, Trakil Velchev. Le morceau s'appelle Fantasia.
Pour les gens qui connaissent, c'est un track qui est all-time efficace. Est-ce que quand tu joues aujourd'hui, tu passes de la musique bulgare ? Oui, j'ai des tracks de mes potes dans mes playlists et j'adore présenter ça. Comparé à quand t'étais petit, aujourd'hui la Bulgarie ça bouge beaucoup. Oui, Bulgarie, il a une bonne scène. J'ai pas mal de potes qui produisent, on se partage les tracks. Et toi, quand tu vas là-bas, t'as des dates ? Oui, quand je vais là-bas, je prends direct les dates. Je vais m'inviter à Microclimat là-bas, avec Antoine, Kiran, Funky Beat, Radar, François Pampan. J'essaie d'organiser un 3e avec les frères Timal dans un club qui s'appelle Tell Me. 200 personnes max. C'est un bon club, du bon son et c'est bon vibe. C'est vraiment à la maison. Oui, c'est pas la même chose de préparer son sac pour un gros festival en extérieur ou à un petit club. C'est bien différent parce que dans les petits clubs, c'est beaucoup plus facile de capter la vibe et aussi de guider, changer la direction. C'est plus facile à maîtriser. Quand tu mixes dans un festival, t'es plus comme un capitaine de gros bateau. Tu vas pas te mettre à changer la direction toutes les 5 minutes. Ouais, avec le gros bateau, on change pas la direction, on fait pas des arrêts, on fait n'importe quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre ton sac et de jouer avec les disques de quelqu'un d'autre ? J'ai jamais perdu une clé, j'ai jamais perdu un sac, mais une fois j'avais mal à faire l'export ou je sais pas quoi, ma clé marchait pas. Et j'étais vraiment déçu et même vénère parce que j'avais préparé une playlist vraiment spéciale. J'ai joué avec la clé d'un ami. Après c'est un ami avec qui on a le même goût, j'étais bien à l'aise. J'espère vraiment que ça m'arrive plus jamais. Et après la dernière fois, j'étais invité chez un ami, Ludo Aristocrate de Paulmier FM. On a fait un after chez lui. Il m'a dit tiens, je peux jouer avec mes scuds. Il y avait pas mal de titres que je connaissais pas du tout. J'improvisais, j'explorais. C'était très bonne expérience. Quel est le truc le plus fou qui t'est arrivé avec ton sac à disques ? Une fois, j'avais préparé une playlist en digital avec que des nouveautés. Donc, du coup, je connaissais pas par nom. Mais j'avais fait des tags, les platines, ils lisaient pas. C'était comme si j'ai joué avec le sac de quelqu'un d'autre. Ça marchait. Et enfin, est-ce que tu prévois toujours un morceau pour clôturer ton set ? J'ai toujours une idée pour faire une intro et une clôture, mais très souvent ça marche pas comme ça. On finit l'histoire à un autre endroit où il coupe le son avant. Radioactive Man, Steve Chop. C'est un truc que j'avais oublié et je redécouvert hier et je l'ai mis dans le set. Merci d'être venu smiffer avec nous, Stéphane. Salut Emeraude, merci à toi. C'était cool. Ouais.